pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Toutes les dispositions seront prises afin que les citernes ne dépassent 24 heures avant leur dédouanement. C'est l'instruction donnée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, lors de sa visite dans 2 services stratégiques dans l'approvisionnement de notre pays en carburant. La visite a été précédée de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, réunion au cours de laquelle le chef du gouvernement a déploré les longues files d'attente dans les stations-service. Bamako est depuis ce mardi le carrefour des entrepreneurs des pays de l'AES, mais aussi du Ghana et du Sénégal. Le premier salon international de l'entrepreneuriat AES a ouvert ses portes pour 4 jours. Les autorités entendent ainsi faire de l'entrepreneuriat la pierre angulaire de notre développement et de la jeunesse le fer de lance de cet entrepreneuriat. C'est parti à Ouagadougou pour la semaine du numérique. Elle a été officiellement lancée ce matin par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'édition 2025 a pour thème l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. Les enjeux de ce rendez-vous annuel avec nos envoyés spéciales Khadija Toukouni et Julie Traoré. COP30 à Belém au Brésil. La voix du Mali est portée par la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Doumbia Mariam Tangara a dessiné l'état des lieux des effets des changements climatiques au Mali et a plaidé pour plus de financement au profit des projets de développement en lien avec les changements climatiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je vous le disais, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. La réunion a fait un large tour de l'approvisionnement du pays en carburant tout en déplorant les longues files d'attente dans les stations-service. La réunion a été suivie de la visite du Premier ministre, chef du gouvernement, dans 2 services stratégiques dans l'approvisionnement de notre pays en carburant, le bureau des pétroles de la Direction générale des douanes et l'Office malien des produits pétroliers OMAP. Dans ces 2 structures, le Premier ministre a transmis les félicitations du chef de l'État au personnel avant de l'inviter à trouver des voies et moyens pour que les citernes ne dépassent 24 heures avant leur dédouanement. Reportage Mamari Kone et Ali Outouri. Cette réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a fait le point des actions menées au cours de la semaine écoulée. De l'exposé du directeur du Centre de coordination et de gestion des crises, SECOGEC, il ressort que 339 camions-citernes ont été réceptionnés lors des 2 derniers convois. Il faut noter aussi l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité. Le Premier ministre a salué les membres du comité pour le travail accompli avant de déplorer la présence de longues files dans les stations-service malgré les efforts consentis. Le Premier ministre a invité les forces de sécurité à casser les réseaux parallèles de distribution du carburant. Aussitôt après la réunion, le Premier ministre s'est rendu dans 2 services stratégiques dans l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures. D'abord au bureau des pétroles de la Direction générale des douanes chargé des dédouanements des citernes. Le chef du gouvernement est venu féliciter le personnel pour son engagement. Au bureau des pétroles, on entend bien jouer sa partition. Votre présence en ces lieux, en ce moment crucial, est un signal fort d'écoute et d'engagement de l'État auprès des acteurs impliqués dans la gestion de cette crise afin de pouvoir trouver une solution idoine pour soulager la population. Dans cette dynamique, le bureau des produits pétroliers, l'ensemble du personnel des douanes, sur les orientations et la vision éclairée du ministre de l'économie et des Finances, au leadership du directeur général des douanes,
l'administration des douanes, tout le personnel est engagé pour trouver une solution idoine. Et à cet effet, nous avons fait une note de service le 11 octobre passé pour déclarer qu'au niveau du bureau des produits pétroliers, ce bureau est ouvert 24 sur 24 dans le cadre de diligenter le traitement des déclarations déposées au niveau des bureaux des produits pétroliers. Dès que nous recevons donc les convois, de les traiter avec diligence et efficacité afin de pouvoir ravitailler le plus rapidement possible la population. Le chef du bureau a par ailleurs rappelé la contribution significative du bureau des pétroles aux recettes douanières. En 2025, sur une prévision de 235 milliards de francs CFA, le bureau est déjà à 238 milliards, soit un taux de 101,3%. Il s'agissait pour nous de transmettre aux responsables du bureau des produits pétroliers et de l'OMAP des chaleureuses félicitations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il faudrait le dire, depuis le début de la crise chez les carburants, ces deux services n'ont ménagé aucun effort pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées. Il est également important de rappeler que depuis le 11 octobre, le bureau des produits pétroliers travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin justement de libérer les camions citernes qui à leur tour doivent ravitailler les différentes stations d'essence. Le Premier ministre est également rendu à l'Office malien des produits pétroliers OMAP pour le même exercice. Cette structure est chargée de la commercialisation des produits pétroliers et de la gestion du stock national de sécurité. Dans toute activité, effectivement, il y a des points de satisfaction, mais il y a également des attentes jusqu'à présent non comblées. Et parmi ces attentes, nous regrettons les files d'attente jusqu'à présent observées dans les stations d'essence. C'est le lieu de saluer encore une fois la résilience du peuple malien et qui subit de plein fouet cette crise des carburants qui nous a été malheureusement imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Et ceci dit, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, sous le leadership éclairé du chef suprême des armées, le chef de l'État, nous sortons petit à petit de la crise sécuritaire. Donc, mais il y a malheureusement ces difficultés que nous observons ici et là dans l'approvisionnement normal et la distribution du carburant, en particulier dans les agglomérations, ce qui nous oblige quelque part jusqu'à présent à améliorer le dispositif mis en place. C'est dans ce cadre que le chef de l'État nous a instruit dorénavant de mettre en place un dispositif grâce auquel les camions citernes ne passeront plus 24 heures au bureau malien et au bureau des produits pétroliers et au niveau de l'OMAP. Mais au même moment, nous observons aussi des files d'attente de camions souvent remplis de carburant, ce qui n'est pas du tout normal. Donc il est important, comme je dis, de voir comment simplifier les procédures. Ceci demande l'engagement de tout un chacun. Dans la cour de l'OMAP, le Premier ministre a assisté au départ de quelques citernes qui ont déjà rempli les formalités de dédouanement direction les stations-service. Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et au développement inclusif. Déclaration faite cet après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ouverture de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES. Pour le chef du gouvernement, l'organisation de ce salon qui regroupe les pays de l'AES, du Ghana et du Sénégal est la preuve que notre pays est fréquentable. Nous vous proposons un extrait de son discours, des propos recueillis par Mamari Kone et Ali Outouri. Votre présence à nos côtés témoigne que le Mali reste un pays fréquentable, un pays non isolé, en paix avec lui-même et avec les autres, un pays qui avance, n'en plaise une vaste campagne inédite de désinformation.
Je renouvelle notre gratitude au chef de l'État qui a toujours mis au cœur de ses préoccupations l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle, surtout des jeunes et des femmes, en vue d'augmenter leur contribution à la création de richesses et d'assurer leur épanouissement. En effet, ces préoccupations sont prises en compte dans la lettre de cadrage que le président de la transition, chef de l'État, a adressée au gouvernement comme boussole pour bâtir le plan d'action du gouvernement période 2025-2026 en phase avec la vision de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat est la démarche de création, de développement et de gestion d'une entreprise souvent à but lucratif. Ainsi, il repose sur l'innovation, la prise de risque et la mobilisation des ressources pour transformer une idée en une activité économique qui répond à un besoin ou à un objectif spécifique. Dans notre pays, et comme dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, les secteurs porteurs de l'entrepreneuriat sont très variés, parmi lesquels on peut citer l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'énergie, les technologies et les mines, j'en passe. Il s'agit là des secteurs clés qui participent à la transformation structurelle de l'économie, la gestion durable de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la résilience. Avec plus de 70 millions d'habitants et un taux de croissance variablement positif, le pays de l'AES possède de nombreuses opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat permettant la création d'emplois et de revenus pour les populations, notamment les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, notre sous-région, et particulièrement la Confédération des États du Sahel, est confrontée aux défis factuels de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie. Dans le domaine du développement, il s'agit pour nous de nous donner des capacités et des stratégies pour surmonter ces défis dans un contexte international tendu, marqué par des entreprises de déstabilisation et des pressions sous diverses formes, pour tenter de saper le développement légitime de nos populations en vue d'affirmer notre souveraineté dans le concert des nations libres et prises de paix et de justice sociale. Dans ce contexte, nos États doivent réorganiser plus efficacement les bases d'une coopération équilibrée en vue de protéger et renforcer nos outils de développement, dont l'entrepreneuriat. Le présent Salon international de l'entrepreneuriat AES s'inscrit dans ce cadre et constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et du développement inclusif. Faire de l'entrepreneuriat la pierre angulaire de notre développement et de la jeunesse le fer de lance de cet entrepreneuriat, voilà donc toute la symbolique du rendez-vous de la capitale malienne. Les visiteurs découvriront 4 jours durant les produits et les idées des entrepreneurs de l'espace AIS. C'est ce que nous dit Alucine Touri. Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES s'inscrit dans les priorités de la présidence malienne de la Confédération des États, dont il est l'un des éléments phares. Il traduit la volonté des plus hautes autorités de hisser l'intégration des peuples de l'AES au rang des priorités de notre Confédération. La présence de plusieurs pays frères est la preuve éloquente de la solidarité entre nos pays. Le Mali accueille aujourd'hui avec honneur d'importantes délégations d'experts, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'opérateurs économiques conduites par mes homologues du Burkina, du Niger, venus participer activement aux travaux témoignant de la vitalité et de la solidarité et de la cohésion qui anime l'espace AES. Votre présence remarquable illustre non seulement la reconnaissance du rôle moteur de l'AES dans l'intégration économique régionale, mais aussi et surtout l'importance accordée à ce salon comme plateforme d'innovation, de coopération et d'investissement. Le Mali possède des atouts économiques incomparables et surtout une jeunesse dynamique qu'il faut mobiliser et responsabiliser. Ce salon porte en un point du thé une envergure régionale. Il est aussi avant tout au service du Mali et de sa jeunesse. Notre pays possède des atouts incomparables.
un potentiel agricole et minier majeur, une position géographique qui fait un carrefour naturel d'échange, une jeunesse talentueuse, créative et ambitieuse. Monsieur le Premier ministre, sous l'impulsion du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, vous avez défini une trajectoire précise dans une volonté politique affichée à l'effet de bâtir une économie souveraine, créatrice de valeur et d'emploi, de faire de l'entrepreneuriat un des piliers de la transformation nationale au service d'un développement durable. Cette édition se distingue par la mobilisation exceptionnelle de jeunes entrepreneurs venus de toutes les régions du Mali, de porteurs de projets innovants et ambitieux, et d'un secteur privé national engagé dans une dynamique de croissance et d'investissement. Ce premier salon international de l'entrepreneuriat AES a enregistré la présence des représentants de plusieurs pays, dont le Ghana. Le ministre burkinabé de la Jeunesse s'est félicité de la tenue de ce salon et a recommandé l'encouragement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Cette initiative qui nous rassemble aujourd'hui est un tremplin. C'est le début d'une très longue histoire. Nous pensons que la première édition est un coup d'essai. La deuxième édition va encore tracer des jalons. Et quand on sera aux éditions où on va nous citer comme des participants historiques, nous saurons que chaque jeune de notre espace rêve de créer au minimum 2 emplois. Un emploi pour lui et un emploi pour une autre personne. C'est en cela que nous saurons que le salon que nous sommes en train de lancer aujourd'hui a un impact. Les délégations venues du Niger, du Burkina Faso et du Mali tiennent stand au stade du 26 mars. Au-delà des stands, des échanges B2B, des communications et autres formations également en cours pendant ces 4 jours du salon. Et en marge de l'ouverture de ce salon, les ministres en charge de l'emploi et de l'entrepreneuriat ainsi que les délégations venues des pays de l'AES et du Ghana ont visité ce matin le centre agroalimentaire de Sibi. Ce complexe multifonctionnel situé à moins de 50 km de Bamako est spécialisé dans la transformation agroalimentaire des jeunes, en particulier des filles et des femmes. Les visiteurs ont apprécié et encouragé les offres de formation, de production et de transformation réalisées sur place. Nos envoyés spéciaux sont Sédou Traoré et Aruna Diara. Comme le dit un adage, mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est à cet exercice que la délégation ministérielle et les participants du salon de l'entrepreneuriat se sont pliés. Il s'agit d'une immersion dans le complexe agroalimentaire de Sibi, inscrit dans l'agenda du salon de l'entrepreneuriat de la Confédération AES. Pour cette première, les ministres burkinabés et maliens étaient accompagnés du roi Bosso du Ghana pour le tour des 5 hectares du complexe, des champs d'expérimentation aux unités de production en passant par le secteur animal, l'abattoir, la chambre froide et un local service qui dessert une partie du village de Sibi en électricité. Les visiteurs ont été impressionnés par le travail du complexe multifonction. Franchement, je suis très séduite par ce projet-là. Quand on nous a dit on va visiter, je n'avais aucune idée, mais je suis en train de voir un modèle d'industrialisation pour l'Afrique. C'est le meilleur modèle endogène pour notre zone. And also have the kind of impact that you're having. C'est une opportunité de contribuer à la société et d'avoir un certain impact. Je salue le gouvernement et le ministre pour leur soutien dans le cadre de l'emploi des jeunes, ainsi que pour donner de l'espoir à la jeunesse à travers ce mouvement, en montrant que la prospérité ne se trouve pas à l'étranger, mais bien chez nous au pays. Je suis vraiment impressionné, car cette opportunité est valable pour les régions du Sahel et votre partenariat du Sahel pourrait être étendu à d'autres endroits. Ceux du Burkina, du Ghana, du Niger, c'est pour dire que nos pays peuvent se rabattre sur ce que nous possédons et peuvent valoriser ce que nous produisons et peuvent manger ce que nous produisons. Et nous mangeons bien, nous produisons bien. Et voilà
tout ce qui peut être montré et qui ne viennent pas d'ailleurs. À ce jour, le complexe agroalimentaire forme la 9e promotion du centre, avec 580 filles et 300 femmes, outillées aux techniques agricoles, un véritable outil de développement. Nous avons des richesses que d'autres exploitent et que nous n'en bénéficions pas. Aujourd'hui, à travers le centre et sous le leadership de nos chefs d'État et de l'ensemble des gouvernements, nous avons à l'esprit et à l'honneur de nous prendre nous-mêmes en charge la souveraineté, de compter sur nous-mêmes, d'exploiter ce que nous avons chez nous pour la promotion de nos populations. Ce sont les valeurs que l'AES est en train de promouvoir. C'est un centre qui donne une seconde chance à des filles peut-être victimes de mariage précoce ou d'abandon précoce de l'école ou même d'autres conditions imprévues de la nature qui retrouvent un autre environnement. C'est aussi un centre d'autopromotion d'emploi, c'est un centre qui impacte directement sur les conditions de vie socio-économique de Sibi. À l'issue de la visite, les participants au Salon international de l'entrepreneuriat de l'espace AES ont salué l'initiative malienne, celle d'accompagner les jeunes filles et les femmes pour une meilleure insertion socio-économique. L'AES est ouverte à la collaboration régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme à condition que des pays respectent la souveraineté des États de l'Alliance du Sahel. Voilà en substance le message partagé par Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Issa Konfourou portait ainsi la voix de l'AES. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'organisation onusienne. Il a également salué la résilience des peuples de l'AES. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention choisie par Bemba Sibi. Cette réunion est d'une importance particulière pour les États membres de la Confédération AES. En effet, depuis plus d'une décennie, l'Afrique de l'Ouest en général et le Sahel en particulier sont confrontés à un terrorisme imposé et soutenu par les sponsors étatiques étrangers. Et comme ils ne peuvent plus faire face à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les groupes criminels sont aujourd'hui réduits à un terrorisme économique qui consiste à s'attaquer aux infrastructures civiles et à des axes de ravitaillement. Pour mettre fin à cette crise transnationale organisée et pour créer les conditions de développement durable au profit des populations sahéliennes, des excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ont décidé en toute souveraineté de prendre leur destin en main et de créer la Confédération AES afin de mutualiser leurs efforts dans les domaines de la défense, du développement et de la diplomatie. C'est ainsi que dans le domaine de la défense, les forces de défense et de sécurité de la Confédération des États du Sahel combattent ensemble, courageusement et sans relâche, les organisations criminelles et obscurantistes. Cependant, je tiens à souligner que la lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Nous sommes donc entièrement disposés à la coopération avec les États de la région et l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, bien évidemment dans le respect strict de la souveraineté de nos États, de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires et des intérêts de nos populations. Ainsi, concernant les initiatives régionales de coordination de lutte contre le terrorisme, il est essentiel de reconstruire la confiance entre les parties prenantes de la région en Afrique de l'Ouest. Il est notamment primordial que les États de la région Afrique de l'Ouest aient une compréhension commune de la menace terroriste et des réponses partagées à y apporter. Pour ce faire, il faut une approche autre que celle que nous avons jusqu'ici connue, faite des gérances extérieures hostiles, des sanctions illégales, injustes et inhumaines, voire des menaces d'intervention militaire dans un pays souverain. La nouvelle approche doit privilégier une approche constructive entre les acteurs régionaux concernés. C'est un préalable à toute initiative de coopération et de coordination régionale dans la lutte contre le terrorisme dans notre espace commun, en particulier dans le cadre du partage des renseignements.
S'agissant de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, il y a lieu de souligner le rôle essentiel attendu du Conseil de sécurité, du secrétaire général et des autres mécanismes dédiés des Nations Unies. À ce niveau également, l'approche doit être revue et adaptée. Les rapports, les réunions, les résolutions et les déclarations sont certes utiles, mais pas suffisants face à la menace terroriste. Il faut des réponses concrètes, rapides et adaptées aux réalités de chaque situation spécifique. Le Mali a connu une expérience non réussie de présence d'une mission des Nations Unies sur son territoire. La coopération internationale est également essentielle dans la lutte contre le financement du terrorisme, y compris le paiement des rançons contre la libération des otages. Elle est également nécessaire à la mobilisation des ressources pour venir en aide aux populations victimes du terrorisme, notamment les réfugiés et les déplacés internes. Je ne saurais terminer sans dénoncer avec force le terrorisme médiatique quotidien dont nos populations et nos pays sont victimes de la part d'une certaine presse militante, revancharde et nostalgique d'une hégémonie géopolitique. Il est regrettable de constater que cette presse ait choisi de faire l'apologie du terrorisme et de servir de véhicule de la propagande terroriste dans nos pays et dans notre région. À Ouagadougou, la semaine du numérique a été officiellement lancée ce matin par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, une édition dédiée à l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale, une cérémonie d'ouverture qui a réuni responsables gouvernementaux, experts du digital et jeunes porteurs de projets. Du 18 au 21 novembre, conférences, panels, démonstrations technologiques, rencontres professionnelles seront les temps forts de ce rendez-vous de Ouaga. Ambiance et enjeux de cette première journée dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Khadija Tokone et Julie Traoré. Ouagadougou, la capitale du numérique tout au long de cette semaine, un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs du digital, les décideurs et les jeunes innovateurs. Placé cette année sous le thème « L'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », la rencontre met en lumière le rôle croissant que joue l'IA dans la modernisation des services publics, des entreprises et du quotidien des citoyens. Au Burkina Faso, le numérique s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de développement, d'innovation et de transformation sociale. Avec cette édition, les autorités du pays des hommes intègres entendent donc renforcer l'écosystème numérique national et encourager les initiatives capables d'accélérer la transformation digitale du pays. Notre démarche est claire. Nous ne voulons pas d'une IA importée qui renforcera notre dépendance et détruira nos chaînes de valeur. Nous ambitionnons de mettre en place une IA qui nous ressemble, alignée sur nos priorités, conçue suivant nos besoins et adaptée à nos réalités. Cette IA sera l'allié qui nous permettra de faire des avancées significatives dans nos quêtes d'une souveraineté totale. Pour cette édition, le Ghana est à l'honneur, occasion pour le vice-ministre ghanéen du numérique de saluer l'initiative burkinabé et l'importance de la coopération régionale dans le développement des technologies. Il a également souligné le rôle que peuvent jouer les pays africains en unissant leurs efforts pour renforcer l'innovation et l'inclusion digitale. La semaine du digital prouve que nous ne sommes donc pas seuls. Il s'agit là d'une plateforme pour mutualiser les efforts. Le rendement de l'IA sera ressenti si nous travaillons ensemble. Nous avons besoin d'une coopération digitale et aucun pays ne peut avancer seul avec l'intelligence artificielle. Présent à la cérémonie d'ouverture, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités de faire du digital un moteur de modernisation et d'innovation. Le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle donc dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la sécurité, de la défense, tous les domaines ont besoin aujourd'hui du numérique pour pouvoir avancer. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Renforcer les institutions, améliorer la qualité des services publics et stimuler l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes grâce à l'IA, font partie des chantiers bâtis par le président du Faso. Aujourd'hui, en termes de défense,
Qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. La semaine du numérique de Ouagadougou accueille une forte délégation malienne conduite par le ministre en charge du numérique, Alhamdou Ag Ilien, de partager son opinion sur le thème de cette année. Les pays de l'AES entendent faire de l'IA un instrument au service de la paix et du développement. Il y a vraiment une très grande cavale contre nos pays dans laquelle tout est utilisé. Le numérique est utilisé, l'intelligence artificielle est utilisée, la délation est utilisée. Et nous autres, nous allons vraiment utiliser tout ce que la technique, notamment l'intelligence artificielle, nous met à notre disposition pour faire rétablir la vérité grâce d'abord aux ressources humaines que nous avons et aussi à tout ce que la technique nous offre, tel que l'intelligence artificielle. J'invite la jeunesse et l'ensemble de la population de l'AES à vraiment faire un usage sain et humain et utile à l'humanité. C'est un outil positif, un outil concret, mais dont l'utilisation doit être canalisée, encadrée, mieux appréhendée par la jeunesse, nos autorités, les premiers responsables. Ce rendez-vous de Ouagadougou montre que l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale n'est pas seulement un outil d'efficacité, c'est un levier de stabilité, un pilier de résilience et un atout majeur dans la lutte contre l'insécurité. Deux audiences dans l'agenda du président du Conseil national de transition. Le général des corps d'armée Malick Diaw, aujourd'hui avec les délégations de l'ambassade du Royaume-Uni et du CICR, il a été question de promotion de la destination Mali en mettant en relief les potentialités du pays afin de poser les jalons d'une coopération dynamique au service des populations de nos pays respectifs. Compte rendu, Nyanya Alou Traoré et Djeli Makandiabate. Quand la courtoisie et l'élégance anglaise rencontrent la chaleur de l'hospitalité malienne, cela donne un regain d'énergie au raffermissement des relations entre les deux nations. Il y a à peine un mois que Angus Mackey est au Mali en sa qualité d'ambassadeur du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Après la présentation de ses lettres de créance à Koulouba à la présidence, le voilà qui présente ses honneurs au président du CNT. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'y venir aujourd'hui. Pour le Royaume-Uni, c'est toujours important ce partenariat pragmatique entre notre pays, le Royaume-Uni, et la République du Mali. Et le Royaume-Uni est déjà actif dans plusieurs domaines pour soutenir les efforts de la société malienne et les institutions maliennes. Et donc maintenant, c'est pour nous à continuer ces efforts pour renforcer la résilience du Mali dans cette période. Mais aussi, ce que j'aime, c'est que nous voyons beaucoup de liens entre les peuples maliens et britanniques. Par exemple, en Angleterre, nous avons des célèbres joueurs maliens dans la English Premier League, comme Yves Bissouma. Il y a toujours, chaque mois, au Royaume-Uni, il y a des concerts avec des musiciens maliens. Donc, c'est pour nous l'ambassade à continuer les relations, continuer ces efforts de soutien, mais aussi pour célébrer tous les liens entre nos deux peuples. Nicolas Lambert, le chef de la délégation du CICR, est la seconde personnalité reçue ce mardi par le président, le général de corps d'armée Malick Diaw. L'organisation travaille à mieux guider les politiques dans la conduite et la prise en charge des personnes qui subissent les effets des conflits armés et des aléas climatiques. Le CICR est actif au Mali depuis 1961 et cette audience répond au besoin de resserrer la coopération existante avec le concours des représentants du peuple. C'est une visite de courtoisie qui permet effectivement de discuter de la situation humanitaire et de présenter les activités que le CICR conduit au Mali dans le cadre de son mandat
dans le cadre du droit international humanitaire et qui nous permet effectivement de discuter des problématiques de l'accès aux soins de santé, de l'accès à l'eau, de la sécurité alimentaire et effectivement du besoin impératif du CICR d'engager avec les autorités en partenariat pour trouver les meilleures solutions pérennes et efficaces aux besoins des populations. La rencontre a été très fructueuse et nous remercions le président du Conseil national de la transition pour son soutien au CICR, pour nous permettre de continuer à opérer dans le pays, dans le cadre de notre mandat, et de continuer effectivement à trouver les meilleures solutions par rapport aux besoins des populations. 2 audiences, un objectif affiché. Renforcer les relations de partenariat pour répondre efficacement aux besoins des populations. Direction Belém au Brésil où se tient présentement la COP30. La délégation malienne conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est sur place. Doumbia Mariam Tangara a livré un discours dans lequel elle fait l'état des lieux des effets des changements climatiques au Mali. Elle a mis l'accent sur les efforts consentis au niveau national et plaidé pour plus de financement au profit des projets de développement en lien avec les changements climatiques. La synthèse de ce discours avec nos envoyés spéciaux à Belém, Soumaïla Berti et Alou Bekouni. Une semaine après l'ouverture de la 30e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Belém, c'est le tour des ministres de prendre la parole à cette tribune. Et c'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui porte la voix du Mali. La participation du Mali à ces rendez-vous mondiaux sur le climat à Belém est symbolique. Et malgré cela, la COP30 est l'occasion pour notre pays de réaffirmer son engagement pour la lutte contre les changements climatiques et surtout une opportunité de mobilisation des ressources pour financer des projets de développement durable. Le Mali subit de plein fouet les effets néfastes et croissants des changements climatiques. Les études réalisées montrent que le pays est confronté aux sécheresses récurrentes, aux inondations, aux variations de température, provoquant d'énormes pertes en vies humaines et réduisant considérablement la résilience de nos communautés. En 2025, les pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts matériels, des pertes en vies humaines affectant des milliers de personnes. Ces drames rappellent que la crise climatique n'est plus une menace lointaine. Elle est désormais une réalité quotidienne impactant nos écosystèmes, nos villes et notre quotidien. Au Mali, les risques climatiques sont connus et affectent les secteurs clés du développement. Des phénomènes climatiques face auxquels des initiatives existent au niveau national. Le Mali, vaste pays sahélien dont les 2 tiers sont désertiques, dépend principalement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie. Ces activités vitales qui emploient plus de 80% de la population active sont aujourd'hui gravement perturbées par les effets du dérèglement climatique, exacerbant les tensions autour des ressources naturelles et contribuant à fragiliser la région du Sahel. Conscient de ces enjeux, le Nexus Climat, Paix et Sécurité, reconnu comme l'un des principaux défis du Sahel, constitue désormais un cadre essentiel de convergence des initiatives novatrices. Mieux encore, ajoutera le ministre chargé de l'Environnement, à l'échelle de la Confédération AES, les questions climatiques et environnementales sont au cœur des principaux axes stratégiques. C'est le lieu également de rappeler que depuis le 6 juin 2024, les États du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont décidé de créer la Confédération des États du Sahel avec comme principaux axes la diplomatie, la défense et le développement, lesquels intègrent une part importante des questions transversales climatiques et environnementales. Il convient de signaler toutefois que le Mali, à l'instar de bien d'autres États africains, regrette que les promesses répétées de la COP 2015 et la COP 2024 de Bakou peinent encore à se concrétiser. Les engagements sur le financement de l'adaptation, les pertes et dommages ou encore le transfert de technologies doivent enfin devenir réalité. Et le ministre de rappeler que face à l'urgence climatique, la complexité de la tâche consiste à renforcer la gouvernance climatique avant de conclure qu'il est nécessaire d'harmoniser et de simplifier les procédures d'accès aux fonds destinés à l'action climatique.
Les acteurs du domaine de l'aviation civile des pays membres de l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à Bamako pour une session de formation sur la certification des aérodromes. Cette session axée sur le volet surveillance permet d'être en phase avec les normes sécuritaires en matière d'aviation civile et également d'assurer la mise en place d'un régime de réglementation attestant que les installations, le matériel, le personnel et les procédures d'exploitation des aérodromes certifiés sont conformes aux standards internationaux. Les détails avec Ari Jumatina. La certification des aéroports étant un processus essentiel pour garantir la sécurité des services aéroportuaires, il est ainsi important pour les décideurs de s'assurer que les exigences qui aboutissent à la délivrance des certificats d'aérodrome sont toujours maintenues dans le temps afin de garantir les normes sécuritaires. Et c'est cette exigence qui justifie la tenue de cette session régionale à Bamako sur la surveillance des aérodromes. La surveillance régulière des aérodromes est indispensable pour garantir que les normes et pratiques recommandées par nos États sont respectées et que les installations, équipements et services demeurent conformes aux exigences de la sécurité. Au cours de cet atelier, nous allons partager nos expériences et discuter des meilleures pratiques en matière de surveillance des aérodromes. Organisée par l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du centre UGACO, la rencontre regroupe 30 membres de l'Union venant de 8 pays. Respectueux de ses engagements internationaux, notamment en matière de sécurité de l'aviation civile, le Mali, résolument engagé dans le processus de certification de ses aérodromes internationaux, s'est réjoui d'abriter cette session de haut niveau. L'objectif principal de la certification est d'assurer la mise en place d'un régime de réglementation permettant d'attester que les installations, les matériels, les personnels et les procédures d'exploitation des aérodromes certifiés sont conformes. Je ne doute nullement qu'à l'issue de cette session, vous serez outillés pour réussir votre insertion dans les processus de renouvellement d'un certificat par lesquels l'autorité de délivrance évalue l'ensemble des plans d'action corrective soumis pour l'exploitant. Les discussions et échanges qui auront lieu au cours de cet atelier de quelques jours contribueront, selon les participants, à améliorer davantage la sécurité des infrastructures et services aéroportuaires des différents pays. Et ce communiqué relatif à des invectives contre les représentants de l'État. La haute autorité de la communication constate avec regret les propos diffamatoires et les attaques contre les représentants de l'État sollicités par elle pour la mise en œuvre de ces décisions régulièrement adoptées. La HAC rappelle que l'exécution de ces décisions par les représentants de l'État, gouverneurs, préfets, sous-préfets, est conforme aux attributions qui leur sont dévolues sur les dispositions de l'article 2 du décret numéro 2015-0067 PRM du 13 février 2015 fixant les conditions de nomination et les attributions des chefs des circonscriptions administratives. Le décret stipule que les chefs des circonscriptions administratives sont les représentants de l'État et dépositaires de l'autorité de l'État dans le ressort territorial de la circonscription administrative. À ce titre, ils ont la charge des intérêts nationaux. Ils veillent au respect des lois, des règlements et des décisions du pouvoir central. Ainsi, la propagation de fausses accusations ou les attaques personnelles portant atteinte à l'honneur des dits responsables dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être tolérées au nom de la liberté d'expression. En conséquence, la HAC condamne les propos diffamatoires qui constituent un outrage à l'autorité légitime dans l'exercice de ses fonctions et rappelle aux auteurs des dits propos qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires dans de telles situations. Fin hier de la formation des sapeurs du rang du contingent 2024. Ce contingent de la protection civile est composé de 499 sapeurs-pompiers du rang répartis entre les centres de formation de Gao, Tombouctou et du commandement des écoles de centres de formation de la protection civile à Bamako. Les élèves ont reçu les connaissances théoriques et pratiques dans les disciplines telles que l'éducation physique et sportive, l'inspection, le sécurisme, le sauvetage et le déblaiement, la conduite des niveaux 1 et 2 pour les conducteurs. La cérémonie de sortie du contingent 2024 de la protection civile est commentée par Adam Maïga.
449 nouveaux sapeurs-pompiers consacrent désormais une partie de leur vie à servir le Mali, à protéger les Maliens et leurs biens. Ils constituent le contingent 2024 de la protection civile. Après la formation commune de base, ces recrues ont reçu des connaissances théoriques et pratiques dans plusieurs disciplines, notamment l'éducation physique et sportive, le secourisme et le sauvetage. La célébration de cet événement majeur traduit l'importance et la place de choix qu'occupe la formation au sein de la protection civile. Elle met en exergue la vision politique des plus hautes autorités qui élève au rang des priorités la formation des personnels et le culte de la performance dans nos centres de formation. Dans les heures qui suivent, vous serez déployés dans les contrées reculées dans lesquelles se trouvent vos concitoyens. Vous devez alors vivre leurs rythmes, les écouter et les comprendre. J'ai reçu une bonne formation. On avait des experts, des encadrés qui étaient forts en la matière. Donc, alhamdoulilah, ça va. Derrière cette réussite se trouvent les efforts des formateurs et du directeur du commandement des écoles et centres de formation de la protection civile dans la région de Gao et de Tombouctou. Un engagement salué par le général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile. Je tiens à remercier le directeur de l'école et tout son personnel de soutien et l'ensemble des formateurs pour le travail accompli. C'est grâce à leur effort, leur rigueur, leur engagement, leur transmission des valeurs et à leur dévouement que cette formation a été un succès. À l'honneur de ce nouveau contingent, la fanfare principale de la protection civile a animé cet événement historique. Avec ces nouveaux contingents, la protection civile renforce ses rangs et réaffirme sa mission, sauver des vies partout et en tout temps. Le projet qui veille à la protection des éléphants dans le Gourma tire vers sa fin. Les représentants des 18 communes des régions de Douanza, Tombouctou, Mopti, Badiangara et Gao participent à cette 6e et dernière session du Comité national de pilotage du projet. Les échanges portent sur les acquis, les difficultés rencontrées et des propositions concrètes pour la pérennisation du dit projet. Compte rendu, Fademba Keita. La présentation et la validation du rapport provisoire d'évaluation finale, l'élaboration et l'adoption des recommandations du Comité national du projet, les échanges sur le rapport annuel 2025 sont entre autres les points au centre de cette 6e et dernière session du comité de pilotage. En 2018, le nombre d'éléphants du Gourma est passé de 215 à 473 en 2025. La lutte contre le braconnage, la criminalité faunique, le commerce illégal des espèces sauvages a permis au projet gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants, de relever beaucoup de défis. Nous avons remarqué des évolutions notables parce que au début de ce projet, avec le comptage, le nombre de sujets d'éléphants vivant dans le Gourma compté était vraiment réduit et inquiétant. Mais à cette 6e année du projet, on est à peu près autour de 500 sujets, ce qui est vraiment encourageant. Tout le projet concourt à restaurer la biodiversité du Gourma de manière à ce que les éléphants puissent se mouvoir dans un espace sécurisé et dénué de tout conflit. Le projet est considéré à juste titre comme une priorité du ministère de l'Environnement, de l'assistance et de développement. Nous sollicitons du PNUD une assistance pour la recherche et le financement pour une seconde phase du projet afin de pérenniser les acquis et poursuivre les activités pour une meilleure protection et conservation de cette activité. La 6e et dernière session du comité de pilotage fait donc le point de l'état d'avancement global du dit projet, les résultats atteints, les défis et leçons apprises. Les participants des zones couvertes par le projet mèneront des réflexions sur la pérennisation des acquis.
La pérennité de la prise en charge de la brigade anti-braconnage se pose encore et je voudrais profiter de ce comité de pilotage pour renouveler encore le plaidoyer en faveur de l'augmentation de l'effectif de cette brigade et de l'allocation dans le budget spécial d'investissement des ressources nécessaires à sa prise en charge. Après 5 ans de mise en œuvre, les activités du projet s'articulent autour de 4 composantes principales. Le renforcement du cadre législatif et institutionnel, la protection des éléphants du climat, la gestion communautaire des ressources et l'intégration du JAR dans la gestion des connaissances du suivi et de l'évaluation. Approche pragmatique du Fonds pour l'environnement mondial, ce projet prévient l'extinction des espèces menacées connues telles que les éléphants. L'identification des zones à risque et des populations les plus vulnérables en termes de sécurité alimentaire. Voilà l'exercice qui réunit pendant 5 jours les cadres du commissariat à la sécurité alimentaire. Ils sont appuyés par les experts partenaires. L'objectif est d'élaborer le cadre harmonisé d'analyse des besoins, documents d'orientation pour servir de référence à l'assistance alimentaire pour la campagne agricole 2025-2026. Batraouri. Les experts de l'Agence de veille et de sécurité alimentaire et nutritionnelle Avassan et leurs partenaires se disent réconfortés par les informations collectées à l'issue de la campagne agro-silvopastorale 2025-2026. Ces données recueillies font état d'une pluviométrie globalement satisfaisante, d'une crue moyenne et bonne par endroit, car favorable aux cultures de contre-saison, ce qui a conduit à la bonne reconstitution des points d'eau d'abreuvement. Toutes ces informations vont en droite ligne de l'élaboration de l'outil de perfectionnement et d'harmonisation des méthodologies d'évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes avec près de 100 experts nationaux et internationaux qui vont venir effectivement pendant une semaine faire la classification pour l'ensemble des régions et pour l'ensemble du pays, pour effectivement donner ces résultats qui vont nous permettre à nos autorités de faire les planifications nécessaires pour la prise en charge des populations les plus vulnérables au Mali. Les résultats de vos travaux sont particulièrement attendus afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires d'anticiper efficacement sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire. Aussi, la dimension nutritionnelle doit être intégrée dans vos analyses, étant donné que la malnutrition demeure un défi de santé publique au Mali. Les cadres de l'Avassan et les autres experts de la sécurité alimentaire ont 5 jours de travaux pour identifier les zones à risque, cibler les populations les plus vulnérables et proposer en conséquence les réponses les plus appropriées. Ouverture dans la Cité des Rails de l'atelier de proximité sur le contenu local. Organisé par le collectif Ingénieurs Développement Sahel, cette rencontre a pour objectif de contribuer à une meilleure vulgarisation du Code minier de 2023 et la loi sur le contenu local dans la première région. Compte rendu Kabadjara. Cet atelier de proximité sur le contenu local premier du genre, initié par le collectif Ingénieurs Développement Sahel, vise à accroître les retombées économiques et sociales de l'exploitation minière pour les communautés locales de notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de dialogue, de compréhension et d'appropriation de ces dispositions par l'ensemble des acteurs de notre région. À travers cet atelier, nous avons su qu'est-ce que c'est que le contenu local. Il y a beaucoup d'informations sur le contenu local que nous n'avons pas. Nous remercions le CIDS d'avoir organisé ce contenu local. L'atelier, moi je peux dire que l'atelier a eu son objectif principal qui est d'informer, de sensibiliser. En tant qu'entrepreneur, quand on travaille, on apporte aussi notre développement. On crée des emplois, ça va apporter beaucoup de choses dans la région de Caille. Et de demander aux mines de faire confiance aux entreprises locales qui peuvent apporter beaucoup de choses. Déjà, il y a l'expérience. Le chef de l'exécutif régional se réjouit de cette initiative du collectif Ingénieurs Développement Sahel, CIDS. Depuis plusieurs années, l'État malien a engagé des réformes ambitieuses pour faire du secteur minier un véritable levier de développement durable. Ces efforts se sont traduits par l'adoption du nouveau code minier en 2023, qui consacre une meilleure redistribution des ressources, renforce la transparence et accorde une place centrale aux communautés locales. En effet, les innovations majeures de ce nouveau code législatif résident dans la volonté de relever le niveau de participation des entreprises et de la main-d'œuvre malienne dans toutes les chaînes de valeur du secteur minier. Une visite des stands,
des matériels techniques et une conférence débat ont constitué les temps forts de cet atelier de proximité sur le contenu local. Tenue à 100 d'une foire aux semences améliorées certifiées, une initiative de l'association sémencière du Mali, ASEMA, avec l'accompagnement financier du projet Solvalu. Cette journée d'exposition vente des semences a été mise à profit pour doter 15 entreprises sémencières de la région des tricycles d'un coût global d'environ 22 millions de francs CFA. L'objectif est de rapprocher les semences de qualité des paysans dans les localités rurales. De sans la correspondance d'Idrissa Koni. Cette foire aux semences améliorées et certifiées est une initiative de l'association sémencière du Mali, ASEMA, en collaboration avec le projet Solvalu. Elle vise à rapprocher davantage les paysans de ces semences céréalières, maraîchères et légumineuses, ainsi que d'autres intrants phytosanitaires. La tenue des foires aux semences permettra de promouvoir les semences de qualité, le développement de la coopération et la mise en relation des acteurs, la recherche, les producteurs, sociétés et entreprises sémencières, les coopératives, les ONG. La journée a été mise à profit pour doter 15 entreprises sémencières de 100 de tricycles constituant des boutiques ambulantes de semences. Pour un coût d'environ 22 millions de francs CFA, l'objectif est de faciliter l'approvisionnement des zones rurales ainsi que l'autonomisation des dites entreprises. Solvalu a voulu bien financer ce projet. Et c'est pour permettre quand même aux producteurs de sang d'être à l'aise avec la semence. Par l'attribution des tricycles et l'organisation des foires pour faire connaître ces panoplies de semences à l'ensemble des acteurs. L'agriculture occupe une place centrale dans notre économie et dans la vie des millions de nos citoyens. Il constitue le pilier essentiel de la résilience des ménages ruraux. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, sous la haute direction de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, attache une importance capitale à la préservation et à la valorisation des semences agricoles. Toutes ces actions de l'ASEMA et ses partenaires visent à encourager l'accès aux semences adaptées pour faire face aux défis climatiques. Promouvoir la paix, la réconciliation et la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et au développement afin de prévenir l'extrémisme violent. C'est le but d'un nouveau projet lancé à Tombouctou intitulé Initiative locale pour la paix et la réconciliation. Il sera mis en œuvre par le collectif pour la paix et la réconciliation au Mali dans 4 cercles stratégiques des régions de Tombouctou et de Taoudini pour une durée de 24 mois avec l'appui financier du FAMOC 2 à travers le ministère des Affaires étrangères du Danemark, Najim Babasisi et Mahmoud Askofari. Intitulé Initiative locale pour la paix, la cohésion sociale et la résilience face à l'extrémisme violent, ce nouveau projet qui vient d'être lancé à Tombouctou est porté par le collectif des jeunes pour la paix et la réconciliation au Mali. Il interviendra dans 4 cercles stratégiques dont Tombouctou, Gundam, Diré et Arawan dans la région de Taoudeni. Il s'inscrit dans la vision d'un Mali apaisé où les jeunes et les femmes deviennent des moteurs de la cohésion, du dialogue et du développement local. Le but du projet est clair, c'est de contribuer à la paix, à la cohésion sociale et à la résilience face à l'extrémisme violent. Financé par le Fonds d'appui aux moteurs du changement à travers le ministère des Affaires étrangères du Danemark, le projet s'attellera durant les 24 mois de sa mise en œuvre à la tenue de formations sur les techniques de plaidoyer pour renforcer la voix des jeunes et des femmes, des forats civilo-militaires dans chaque cercle, à l'identification et à l'accompagnement des jeunes vulnérables à travers la création d'activités génératrices de revenus pour prévenir l'enrôlement dans les réseaux extrémistes. Ce projet est d'une importance capitale pour les collectivités, parce que c'est un projet qui travaille essentiellement avec les femmes et les hommes, en les formant et en les appuyant, en les formant dans le domaine de la gouvernance. Permettez-moi de saluer particulièrement le coup de parole pour son engagement constant en faveur de la paix et de la jeunesse malienne. Depuis plusieurs années, votre organisation se distingue par des initiatives concrètes et structurantes qui contribuent à l'apaisement du climat social et à la promotion d'un vivre ensemble harmonieux. Cette cérémonie de lancement a massivement mobilisé les différents acteurs et bénéficiaires du projet, toutes choses qui augurent déjà la réussite des objectifs visés.
Le Conseil régional des Koulikoro a abrité la semaine dernière la rencontre sur le cadre régional de gestion partenariale de la formation professionnelle et de l'emploi. La démarche s'inscrit dans une dynamique d'assurer la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Il s'agit également d'améliorer la concertation, la coordination et la synergie d'action entre les différents acteurs du développement. L'initiative est soutenue par les partenaires techniques et financiers avec une contribution financière conséquente de l'Union européenne et de l'UXDEV. Reportage Adama Traori. Les responsables des collectivités territoriales, les cadres des services techniques déconcentrés, les partenaires techniques et financiers en passant par ceux de la société civile se sont réunis ce jeudi à la faveur d'une rencontre sur la gestion partenariale de la formation professionnelle et de l'emploi. Laquelle rencontre vise à assurer une meilleure coordination et une synergie d'intervention des acteurs régionaux œuvrant dans la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Nous devons continuer à œuvrer ensemble pour bâtir un dispositif régional de formation professionnelle inclusif, performant et durable, capable de répondre aux besoins du marché de l'emploi et d'offrir une réelle opportunité d'insertion à notre jeunesse. Ce cadre d'échange entre les parties prenantes dans les domaines de la formation et de l'insertion professionnelle dans la région de Koulikoro est un outil privilégié pour renforcer la synergie des actions. Et quand on parle de formation professionnelle, on parle de renforcement des capacités, on parle de formation continue, on parle de tout ce qui peut aider surtout les jeunes qui sont les groupes cibles aujourd'hui afin qu'ils puissent être dotés de capacités et de formations adaptées qui puissent leur permettre d'être opérationnels sur le terrain. À partir de ce cadre, nous sommes permanemment en contact, nous sommes associés les uns à tout ce que les autres font pour le bonheur de la jeunesse, pour le bonheur du développement de Koulikoro. La rencontre a été soutenue financièrement par l'Union européenne et l'Agence luxembourgeoise pour le développement, l'UXDEV. Les recommandations formulées à l'issue de cette rencontre s'inscrivent dans le cadre des meilleurs pilotages de la formation professionnelle et de l'emploi au niveau de la région de Koulikoro. Il s'agit de développer l'esprit entrepreneurial chez les bénéficiaires des projets de formation. Les vacances judiciaires se referment et la justice fait sa rentrée autour d'un thème majeur, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Un sujet à la portée éminemment scientifique qui a permis jeudi dernier à la famille judiciaire de partager les résultats de travaux menés sur l'assainissement et la transparence de la gestion publique. Cette reprise intervient à un moment charnière pour la justice financière de notre pays, marquée par la création récente de la Cour des comptes, symbole fort d'une volonté politique de mieux encadrer l'usage des ressources de l'État et de renforcer la crédibilité de l'action publique. Décryptage des enjeux de cette audience solennelle présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et du Conseil supérieur de la magistrature, dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Drissa Traori. Après les vacances, l'heure est à la rentrée. Dans une même salle, l'exécutif, le judiciaire et le législatif se réunissent autour d'un thème fédérateur, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Derrière cette formulation technique se profile un enjeu majeur, révélateur de la volonté du pays de s'engager résolument sur la voie de la refondation. Le choix du thème, le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, se justifie aisément non seulement par son originalité et la pertinence de sa portée académique, mais également en raison de l'actualité judiciaire. L'intérêt de ce sujet est double. Au plan théorique, il s'agit d'apporter une contribution à la connaissance et au rôle de la juridiction financière dans l'atteinte des objectifs de la bonne gouvernance financière au Mali. Au plan pratique, cette réflexion permet, si besoin en était, de justifier ou mieux d'attester le bien fondé de la création d'une Cour des comptes par la Constitution du 22 juillet 2023 en son article 156. C'est dans ce contexte que le rapporteur de la cérémonie esquisse les contours d'un mécanisme stratégique. Il rappelle d'emblée qu'un excès de contrôle peut paralyser l'action publique, tandis qu'une insuffisance de supervision ouvre au contraire de larges brèches aux dérives. Entre ces deux risques, le Mali a construit une architecture de surveillance cohérente et robuste. Au Mali, l'architecture du contrôle est marquée par la multiplicité des structures,
ce qui procède certes d'une volonté manifeste de mieux contrôler, mais qui peut s'avérer paralysante pour l'administration, car trop de contrôle tue l'action, dit-on. D'où la nécessité d'une rationalisation des structures de contrôle. Le rapporteur souligne ensuite la permanence d'un binôme institutionnel essentiel, l'ordonnateur et le comptable dont l'action complémentaire constitue le socle de la responsabilité financière de l'État. Les opérations relatives à l'exécution des finances font intervenir traditionnellement deux catégories d'agents, à savoir les ordonnateurs et les comptables, et dont les fonctions sont incompatibles. Chacun assume les responsabilités prévues par les textes. Il est cependant utile de rappeler qu'au-delà des actes constitutifs de faute de gestion, la responsabilité pénale des comptables publics et celle des ordonnateurs de budget peut être engagée pour complicité d'atteinte aux biens publics. Au terme des dispositions de l'article 243-56 du Code pénal, libellé ainsi qu'il suit, sont considérés comme complices les responsables de sociétés et entreprises d'État, fonctionnaires et agents de l'État ou des entreprises préposées au contrôle, qui, par manquement au devoir de leur charge, facilitent ou couvrent les atteintes aux biens publics. Il s'agit d'actes de négligence coupable commis par les agents précités ayant facilité le détournement des deniers publics. Mais dans un État en reconstruction, le contrôle n'a plus rien d'un simple rituel administratif. Il devient un véritable instrument de lutte contre la corruption, un rempart contre les détournements, les surfacturations, les dépenses fictives et les marchés opaques qui érodent les ressources nationales. Les exigences de la nouvelle gestion publique imposent aux gestionnaires une obligation de rendre compte de leur gestion et de justifier en toute responsabilité l'usage des ressources publiques mises à leur disposition. La reddition des comptes est cruciale dans la construction de l'état de droit, car un État qui cesse de compter est un État en déclin, disait un sage. Oui, la lutte contre la corruption. La corruption, un délit pénal défini dans le lexique des termes juridiques comme un comportement pénalement incriminé, par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu'elle est le fait du corrompu. Elle est dite active lorsqu'elle est le fait du corrupteur. À l'heure où le Mali s'engage sur la voie de la refondation, le contrôle juridictionnel apparaît ainsi comme un pilier déterminant de la protection des deniers publics. Cette rentrée des cours et tribunaux a consacré enfin la mobilisation renouvelée de l'institution judiciaire. Celle-ci invite les acteurs à concevoir des réponses endogènes adaptées aux pratiques préjudiciables afin de bâtir une justice accessible, efficace et crédible, capable de restaurer la confiance des citoyens et de soutenir durablement les efforts de bonne gouvernance. À retrouver désormais dans vos librairies l'ouvrage intitulé « Effort de guerre » de l'écrivaine Sadio Traoré. L'œuvre est un recueil de 25 poèmes qui connaît le sacrifice des forces de défense et de sécurité, la montée en puissance des femmes. C'est en termes de bien-être de la population malienne. Dans ce livre, nous recevons également des thèmes d'action comme l'amour de la patrie, AIS, la nécessité de la refondation et de la cohésion sociale. À retrouver également dans vos librairies l'ouvrage intitulé « Le Mali, terre d'espoir » de Sadio Traoré. Ce livre est un recueil de 35 poèmes qui parlent de l'amour du pays, plusieurs dédiés aux femmes. Parmi ces 35, il y a un poème qui est spécialement dédié au général d'armée Assimi Goïta, saluant son leadership et dévouement envers le Mali. Et ainsi prend fin ce journal que nous avons eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.